Il est l'enfant naturel de Pierre Dac et de Coluche, Jacques Maillot. Seul monument de l'audiovisuel, protégé du public par un bandage hernière, Pierre Bellemare. Sa générosité l'a souvent poussé à échanger des idées avec des chanteuses, Jean-Pierre Foucault. Lorsqu'il déplace les cloisons, son cabaret peut accueillir jusqu'à 8 millions de clients, Patrick Sébastien. Directeur, comédien, metteur en scène, restaurateur, mémorialiste, châtelain et le plus adorable des amis, Jean-Claude Brialy. Voilà quelque chose qui va vous intéresser, mais peut-être que vous le subodoriez. Oui. C'est l'importance de la voix dans ce qu'on pourrait appeler la séduction masculine. Ah oui, Foucault. bien sûr. Oh, Pierre Bellemare. Vous êtes tous de très beaux exemples. Foucault. Bellemare. Oui. Ah, c'est bon, c'est votre dernier mot. Et plus la voix est basse, plus les dames s'avouent séduites. Oui, Barry White. Hein. C'est le viril. Rappelez-vous les grands moments de la radio quand il n'y avait encore pas la télé. Vous vous souvenez Jean Toscane? Bien sûr. Stéphane Pizzella. Voilà. Et Georges Laurier, vous vous rappelez la voix de Georges Laurier? Et Charles Boyer. On disait la voix. Bouvard, la voix est basse, mais Et le bonhomme aussi, oui, d'accord. Et comme les gens n'avaient la pas voix de Bellemare est magnifique. Ah oui. les gens fantasmaient avant. Quand il n'y avait pas la télévision, ils connaissaient pas souvent le visage des gens de la radio, ils fantasmaient. Je suis sûr qu'on trouverait des lettres. Mais il y a eu de grandes déceptions lorsque les voix sont passées à la télévision. Eh oui, bien sûr. Mais le général de Gaulle avait compris ça. Bien sûr. Oui. Il séduisait par sa voix. Moi, les deux grandes voix de mon enfance, qui étaient des voix de basse et qui étaient naturellement des voix radiophoniques, puisque la télé n'existait pas, c'était deux speakers, comme on les appelait, et qui présentaient le dimanche soir. Le dimanche soir à 20h, le concert classique retransmis du Théâtre des Champs-Élysées. Il y avait donc Jean Toscane et Charles Basson-Pierre. Ah oui, absolument. Et moi, c'était Gérard Cyr. Ah bah oui, très belle voix aussi. Et Macha Béranger. Oui. Qui a une très belle voix d'homme. Oui, superbe. Magnifique. Allô. Comment allez-vous? C'est l'époque où à la radio il n'y avait pas de journalistes mais des speakers qui lisaient donc les papiers écrits par les journalistes. Et sans doute l'histoire la plus célèbre concernant la météo, le journaliste avait écrit aujourd'hui à Paris quelques gouttes de pluie, il avait écrit QQ, bien entendu pour simplifier. Et le speaker a dit météorologie nationale. Aujourd'hui à Paris, 99 gouttes de pluie. Mais notre ami Léon Zitrone avait été au départ speaker. Il lisait des textes écrits Très belle par voix d'autres. aussi, très belle voix. Mais Jean-Claude a raison parce que la voix en politique est essentielle et De Gaulle l'avait compris car en 68 il n'a pas utilisé la télévision mais la radio. Mais oui, absolument. Ah bah faut dire que lui il avait travaillé, à la BBC. C'est-à-dire qu'il avait fait sa première allocution à la télévision et ça n'avait pas marché du tout. Donc la deuxième qui a déclenché la fameuse manifestation sur les Champs-Élysées, il a choisi la radio. Car il fallait que le peuple entende ma voix au creux de l'oreille et non pas bêtement avec une image fallacieuse. C'est les mots qu'il avait. Mais sur la bêtise de la télévision, moi j'étais en Corse il y a 3 semaines et à l'aéroport il y a une boutique, tu sais, à l'aéroport d'Ajaccio où ils vendent des figatelles, du lonzo, des biscuits. Et donc je voulais ramener des biscuits pour la famille. Donc et j'étais derrière une dame qui ne m'avait pas vu parce que j'étais dans son dos et qui disait à la vendeuse oui, donnez-moi ce paquet de biscuits, ça doit être agréable en regardant les conneries à la télévision. Donc, je me suis dit, je reste ou je pars? Et j'ai pris la décision courageuse de lui tapoter l'épaule. Elle s'est retournée. Ah! Elle avait une chance sur 60 millions pour que je sois derrière elle. Elle l'a eu. Elle parle pas de vos émissions, Jean-Pierre. Bien sûr que non. Non. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Alors, pour en finir avec les belles voix de basse, dont la nature, d'ailleurs, vous a généreusement gratifié, sachez qu'on a fait parler les dames, il s'agissait de la séduction masculine. Les voix basses, également, chez les dames, sont très séduisantes. L'éternel féminin. On leur a dit, mais qu'est-ce que, pour vous, évoque une belle voix grave et basse? Et elles ont répondu, la virilité et des poils sur la poitrine. Oui. C'est tout moi. Oui, Macha Béranger. C'est exactement ça. Ouais. Ah, la virilité. Il y a un type qui allait l'autre jour dans un institut parce qu'il se trouvait qu'il avait un sexe trop petit. Il dit, vous pouvez pas me donner une prothèse? Et le mec lui dit, qu'est-ce que vous voulez? 10 cm, 25 cm, 30 cm, 35? Et le type dit, 35, j'aimerais bien. Alors on lui propose la prothèse. Il dit, c'est bien, je pourrais avoir la même en blanc? C'est une belle histoire de sex shop, ça. Hein. Mais il faut se méfier aussi des voix, parce que quand on n'a pas en face de soi la personne, que par exemple on l'entend au téléphone et qu'on demande à la rencontrer, il y a des surprises. Allô, c'est désagréable. Bonjour, ça va bien? Première citation que nous propose Monsieur Levasseur, qui a dit « Certains hommes parlent pendant leur sommeil, les conférenciers parlent pendant le sommeil des autres. » Magnifique. Ça, c'est très joli. Elle est belle. C'est magnifique. Alors, ça date du début du siècle dernier, c'est même plus ce siècle-ci. Ah, du début du siècle, du début du 19e. Du 20e, le siècle dernier. Ah non, du 20e, pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai. Et fin du 19e, car cet homme qui avait la réputation d'être un homme d'esprit, un boulevardier, un auteur dramatique, académicien. Marcel Achard. Non, Marcel Achard, c'était beaucoup plus tard quand même. Sinon, nous ne l'aurions pas connu, mon cher Jean-Claude. Académicien. Un ami de Fédot? Académicien, oui, il a dû être ami de Fédot, en tout cas C'est pas contemporain. Tristan Bernard. Non, il est venu aussi plus tard. Dites-vous bien que toutes les personnes que nous avons connues, vous et moi, en principe, elles peuvent pas être nées en même temps que Napoléon. Ah oui. Daudet? C'est Victor Hugo. Non, un auteur dramatique de boulevard. De boulevard. C'est Labiche. Non, qu'on ne joue plus aujourd'hui. Courteline? Non, qui est venu beaucoup plus tard. Le flair, c'est Caillaveno. Non, on en a fait un académicien. Qu'on en a fait un académicien. Parce qu'il avait, de son temps, énormément de succès. Ah oui, d'accord. Et on ne joue plus aujourd'hui, donc. Non. Pratiquement. Je sais même pas s'il y a encore une pièce de lui qui est inscrite Il y a écrit autre chose que des pièces? à la Comédie Française. Non, exclusivement auteur dramatique. Il a une rue parisienne, non? Il a une petite rue. Ah, c'est une manière de chercher qui est pas mal. Ouais. Dans quel Il y arrondissement? a combien de numéros? Il doit avoir une petite rue dans le 16e. Ah, quand même. Je ne peux pas vous donner la station de métro. Monsieur Jasmin. Petite rue dans le 16e. Robert Jasmin. Jean-Michel Ranlag. Jean-Pierre Auteuil. Mais vous connaissez Jean-Claude Brialy, vous ne connaissez Oui, que lui. sûrement, oui. C'est pas Et il n'est plus joué, du tout. Non. Non, c'est fini. Rostand, il est joué. Oui. Et il a C'est eu... pas Bataille? Non. Ah non, beaucoup plus drôle que Bataille. Non. Il est mort en quelle époque? Il est mort à une époque où il était déjà très fatigué. Courteline, Labiche, tout ça, c'est joué encore. Bah oui. Achard. Ah oui. Oui, Bourdet. Charnant, Début du siècle. Début du siècle. Fin du siècle. Eh bien, 1000 francs C'est la pour faute à Monsieur Brialy. Levasseur et des applaudissements très mérités. Celui qui disait « Certains hommes parlent pendant leur sommeil, les conférenciers parlent pendant le sommeil des autres », c'était Alfred Capu. Ah, j'y ai pensé. Ah oui, Alors, vous le... hein oui, c'est vrai. Bon, C'est vrai que Alfred qui a plus de pièces qui joue nulle part. est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont lancés dans l'exercice difficile de la conférence? De faire des conférences? Oui. Au sommet, oui. Vous en avez fait, vous? Oui, très peu, mais C'est oui. difficile, hein? C'est un autre métier. Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend Oui. ça dépend de l'ambiance qui se crée au départ. Et à partir de cet instant-là, où tout devient merveilleux, où ça devient un cauchemar. Voilà, c'est très Mais simple. la conférence traditionnelle, c'est-à-dire dans une ville d'eau tout de suite après le déjeuner, Oui, non, ça, j'ai jamais fait Ah bah ça c'est très mauvais. c'est redoutable. On demandait à Pierre Vous avez fait Bellemare. ça? Oui, et alors j'ai Des remarqué... conférences sur quoi?
C'était une conférence que j'ai trimballée pendant longtemps. Elle dérangeait personne, puisqu'elle n'a jamais réveillé personne, qui s'intitulait « Le journalisme est-il un métier sérieux ?» Et d'ailleurs, je concluais par la négative. Et j'avais remarqué que il y avait des gens qui dormaient, mais un pourcentage normal, étant donné que ça venait dans l'euphorie digestive. On les place toujours dans les 2 premiers rangs. Oui. Au théâtre, c'est la même chose. Ah oui. Et les gens qui ronflent vraiment, très fort, plus fort que vous. Mais il y a eu des conférences comme ça sur le Mermoz, où il y avait des centenaires sur le bateau. Oui. Et un jour, j'ai vu une vieille dame comme ça, qui descendait jamais à aucune excursion. Elle mangeait 6 fois par jour. Elle avait 90 ans. Je lui disais, mais madame, pourquoi vous faites cette croisière? Elle disait, parce que je ne veux pas que mes enfants aient de l'argent. Je dépense tout. D'un point de vue. Elle se mettait à une chaise pour voir passer les gens, elle critiquait toutes. Elle trouvait trop vieille, trop ci, trop ça, mal habillée, mal con et tout. Mais vous, Jean-Claude, qui avez tout fait, vous avez fait des conférences aussi. Oui. Mais moi, je suis très aimé, donc au départ, on m'écoute, on boit mes paroles, tout ça. Mais Jean Descartes je rentre tout seul. Une anecdote extraordinaire sur les conférences du Figaro. Un jour, il a été obligé ils sont redoutables. Redoutables, ça c'est terrible. Et un jour, il a été appelé comme ça en urgence pour remplacer un général qui devait faire une conférence sur Napoléon Ier. Et donc, il a accepté de le remplacer, mais lui, il n'avait pas évidemment de conférence sur Napoléon Ier, il a fait une conférence sur Eugénie. Et à la fin de la conférence, il y a une vieille dame qui est venue le voir et qui lui a dit votre conférence était très intéressante, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de Napoléon Ier. C'est réconfortant. Hein. Non, mais il y a des gens, c'est la vérité. Il y a une dame qui me disait, vous m'avez annoncé le Lucchini, il n'est pas sur le bateau. Je dis, non, madame, au dernier moment, il a eu un film, il a envoyé un fax que je vous ai lu, il n'a pas pu venir. Mais madame, vous y tenez tellement, elle m'a dit, 7 fois, elle me le dit pendant le voyage. Elle me dit, mais pourquoi vous insistez tant? Je comprends que vous adoriez Lucchini. Non, je le déteste, c'était pour lui dire. On rencontre des gens bien. Carlos vous a raconté l'histoire du berger corse, non? C'est quoi le berger corse? Qu'elle est magnifique, hein? Oui, mais c'est un berger corse qui est interviewé par FR3 Marseille. On le fait venir dans les studios. C'est ce que tu vas dire à FR3 Marseille. Hein. Et on le fait venir dans les studios et on lui dit, est-ce que tu sais, il descend de sa montagne, est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir? Et il commence en disant, ben voilà, un jour, ma petite chèvre s'est perdue dans la montagne. On a organisé une battue à 40 et quand on l'a retrouvée à 7h du soir, on l'a tous enfilée. Le mec dit, vous pouvez pas dire ça sur FR3 Marseille, c'est pas possible. Vous avez pas un autre bon souvenir? Si, un jour, mon chien s'est perdu dans la montagne. On a fait une battue à 40 et à 7h du soir, quand on l'a retrouvé, on l'a tous enfilé. Bon, stop, on arrête. Vous pouvez nous raconter votre plus mauvais souvenir? Un jour, je me suis perdu dans la montagne. Comme elle vient de Carlos. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Que des hommes dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 16 avril 2001. Autour de Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Patrick Sébastien et Jean-Claude Brialy. La deuxième citation nous est proposée par monsieur Nemo. Oui. Vous avez connu le papa qui était capitaine, oui. Oui. Qui a dit « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » J'ai entendu ça. Laurent Fabius. Oh, c'est beaucoup plus ancien. C'est Alphonse Allais, non? Non, c'était pas un humoriste, enfin c'était un homme qui avait de l'humour mais qui était politicien. Ah oui. Ah bah c'est La 5e République, non? Clémenceau. Clémenceau. Ah oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Oui. Clémenceau qui fut longtemps journaliste avant de faire de la politique. Oui. Hein. Et féroce. Féroce. Le directeur de l'Aurore. Pensez de Clémenceau. Sachez, si vous êtes porté sur les plaisirs de la table, que on assiste en ce moment à un retour en force de la bonne vieille soupe.
Il y a même des bars à soupe qui s'ouvrent comme il y avait déjà des bars à vin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Foucault. Il y a les marchands de soupe aussi. Oui. Et puis beaucoup de gens qui vont à la soupe aussi. Ah oui, beaucoup. Je mange ma soupe avec. Il y a un régime à la mode qui est le régime soupe. Vous mangez de la soupe pendant 6 mois, vous perdez 20 kilos. C'est ça, ouais. Alors, tu tiens 2 jours. Il y a ça, mais il y a aussi... Il y a une dimension gastronomique parce que aujourd'hui on fait des soupes aux poireaux succulentes que dans certains établissements d'ailleurs on sert avant le jambon puré ou des œufs au plat avec des mouillettes. Et la soupe au potiron. Ah, ça sent le sapin. Ouais. Non, c'est une soupe poivrée un peu, c'est pour ça. Non, mais vous voyez, le retour à des nourritures simples qu'on donnait avant aux malades et aux vieux, et dont se délectent les gens jeunes et bien portants. Oui, mais vous avez la minestrone, par exemple, qui est une soupe italienne, c'est une merveille. C'est un repas complet. La cuillère tient toute seule. Ah oui. Bon minestrone. Et toi, chez toi, la soupe de poisson. La soupe de poisson, bien entendu. Sublime. Est-ce que vous faites chabreau, Philippe, quand vous mangez une soupe? Je sais ce que c'est, puisqu'il faut mettre son vin dans la soupe. Pour rincer l'assiette, oui. Oui, mais... Vous faites pas ça? Je préfère mettre la soupe dans le verre. Ah non, moi chaque fois que je mange de la soupe, C'est vrai? Ah oui, mais chez moi tout le monde le fait. À la fin, sur la fin de la soupe, tu mets du vin. C'est pas mauvais d'ailleurs. Un bouillon de poule. Alors, ce retour à la simplicité atteint son paroxysme avec le jambon coquillette que Ducasse vient de mettre à la carte. Ça, c'est extraordinaire. Bon, il est vendu au prix du caviar, mais c'est de vrais jambons coquillettes. Et surtout, chez Delarue, qui est maintenant restaurateur, on vous sert des sardines dans leur boîte. Des sardines à l'huile dans leur boîte. Ça, c'est bien. Ça, c'est le chic du chic. Oui, mais le problème est de savoir si ces boîtes ont été conservées longtemps, car il y a des crus de sardines. Oui, exact. Attention. Oui. Donc, si c'est de la sardine qu'on a acheté la veille, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, si c'est une boîte qui a 10-15 ans, là, ça devient tout à fait extraordinaire. Je rejoins. Ah oui. Ah oui, ça devient quelque chose ce qui sort de la boîte est merveilleux, ça ne sort pas tout ça. C'est quand même de la sardine. Ah oui, mais c'est un goût tout à fait différent. La sardine, ça fait 10 piges qu'elle est enfermée dans la boîte, et elle est meilleure. Elle est confite. Elle est littéralement confite. Ah ouais, les cadeaux c'est pas périmé. Ah non. Du Tournier fait ça. C'est-à-dire que l'arête centrale est complètement fondue dans la sardine. Ah oui. Mais Napoléon aussi, quand on a sorti de sa boîte, il était conservé. Oui. Il y avait que ses pieds qui avaient dépassé de ses chaussures. Ouais. À quelle femme le gouvernement japonais a-t-il présenté solennellement des excuses publiques le 4 août 1993? Ben, c'est les Américains, non? Non. C'était le gouvernement japonais qui a fait des excuses publiques à une femme. À des femmes. À des femmes. À des femmes. À des centaines de Japonaises. Alors, ce sont les femmes qui avaient été livrées aux Japonais pour faire l'amour avec eux dans des sortes de bordels ambulants, qui étaient devenus les geishas obligés. Exactement. Voilà. Lors de la dernière guerre mondiale, c'est vous dire s'ils ont mis le temps de la réflexion. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Mais là, la repentance est très à la mode, vous avez noté. On fait repentance maintenant. L'Église aussi. Mais vous avez vu l'Église, et on l'a évoqué ici avec tout le tact et la pudeur dont nous sommes capables. L'État français, tout le monde se repente. Oui. Mais je trouve ça sympathique, Même à la radio, Je vois de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que, demande Monsieur Lacauve, qu'est-ce que le professeur Voronov greffait à ses patients stériles? Eh bien, des extraits de couilles de mouton. Eh bien, c'était pas des extraits, c'était pas de mouton. Ah bon? Mais autrement, c'était bon. C'était les couilles d'un animal, des cellules. Oui, des cellules. Non, c'était. À y greffer carrément des testicules. Des testicules d'animaux. De taureaux. Non. Ah bah oui, dans le taureau, c'est pas mal. Le rêve tout de suite. Non, c'est des testicules de quoi? D'oiseaux. Non, là, ce qui se rapproche le plus de le singe. Ah voilà. Ah oui, c'est ça. C'était des Faut pas qu'il se rapproche trop près, quand même. Des testicules de singe. C'est ce que t'as, toi. Des testicules de singe. Et ça. Au XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est ce que vous avez, parce que Jean-Claude me demandait, moi, pas, mais vous, oui, non? Oui, j'ai été quand même déçu, parce que
Ça incite davantage à grimper aux arbres qu'ailleurs. C'est ce qui me semblait aussi. Vous savez que ça a été un bide permanent, c'est-à-dire que Voronov, qui avait quand même su très bien faire sa publicité, n'a jamais eu un résultat positif. Jamais. Hein, ça a été... Ah si, il avait fait sur le père d'Demis Roussos. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.